Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, vous êtes bien sur RCN 90.7 FM dans l'émission Droit de Parole. Comme tous les mardis, nous sommes là pour 1 heure pour débattre un petit peu de l'actualité avec une personnalité qui fait l'actualité et un mouvement notamment qui fait l'actualité. Puisque nous allons parler politique aujourd'hui, je suis particulièrement heureux de recevoir pour la première fois dans cette émission une représentante de La République En Marche, Amina Daoun. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir passer cette heure avec nous. Alors Amina Daoun, vous êtes responsable de La République En Marche, enfin référente de La République En Marche pour le département de Meurthe-et-Moselle. On ne vous connaît pas encore beaucoup, c'est une première je crois pour vous. Complètement, voilà, c'est une première, tout à fait. Oui. Donc on va apprendre un petit peu à se connaître, on va parler bien sûr de La République En Marche et comment est-ce que vous êtes impliqué dans ce mouvement, ce très jeune mouvement, et puis parler des enjeux qui approchent maintenant à vitesse grand V. J'entends par là bien sûr les élections européennes qui auront lieu dans 4 mois. Et puis parler un petit peu de l'actualité politique, et Dieu sait qu'elle est animée en ce moment, et d'avoir un petit peu un regard d'une citoyenne engagée dans un mouvement qu'on connaît finalement assez peu dans son mode de fonctionnement et dans ses personnalités locales. Voilà, donc on va passer cette heure-là ensemble. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est déjà tout simplement de vous présenter. Voilà, qui êtes-vous, Amina Daoun? Quel est votre parcours? Et puis comment vous êtes arrivé dans ce milieu politique? Je vous remercie d'abord de m'avoir invité. Alors, me concernant, donc, j'ai un intérêt pour la politique. J'ai toujours eu un intérêt pour la politique depuis très jeune. Ayant baigné dans ce monde politique, un papa à la préfecture, un tonton ambassadeur, voilà, les repas de famille, on parlait politique depuis toute petite. Également à la fois la politique nationale et internationale, puisque mon papa était arbitre international de football. Donc tous ces voyages, quand il nous parlait des pays où il allait arbitrer, beaucoup plus à moi parce que j'étais très proche, on parlait de la politique du pays où il allait arbitrer, et très rarement de la culture ou de son voyage. Donc voilà, ça c'est pour dire que j'ai baigné là-dedans depuis déjà toute petite. Simplement, j'ai longtemps été dissuadée de faire de la politique. Pour quelle raison? Pour plusieurs raisons. La première raison, elle est tout simplement personnelle et professionnelle. J'ai fait beaucoup d'études. Donc, j'ai fait des études longues, passionnée des études également. J'ai fait des études de médecine pour poursuivre par la spécialité en chirurgie dentaire. Donc, j'ai un doctorat en chirurgie dentaire. Suite à ça, donc, j'ai exercé un certain nombre d'années et je ne voulais pas m'arrêter là. J'ai fait de la recherche médicale. Donc, je me suis inscrite à l'époque, on appelait ça un DEA. Actuellement, c'est le Master 2 en sciences biologiques et médicales. Donc, j'ai fait de la recherche médicale qui m'a pris énormément de temps. Donc, je ne pouvais pas m'impliquer activement dans la politique, même si je suis restée attachée et intéressée par la politique, vu que je lis politique, je regarde beaucoup d'émissions politiques, à la fois nationales et internationales. Ça, c'est la première raison. La deuxième grande raison, c'est parce que j'étais un petit peu, je dirais pas déçue, mais j'avais l'impression qu'en filigrane, je voyais que les politiques anciennes avaient une vision qui ne me convenait pas du tout de la politique. Savoir que, voilà, on avait toujours des petits calculs, on avait toujours des querelles politiques qui étaient toujours à visée électorale, des arrangements. Et pourtant, quand on dit politique, c'est la vie de la cité. Mais je me suis rendu compte, et c'est le constat que je faisais, que l'habitant de la cité n'avait pas du tout sa place. Donc le citoyen lambda ne participait pas, ni aux décisions, ni à la réflexion, et pourtant, nos citoyens ont beaucoup d'idées. Oui, de toute façon, ça c'est un sujet sur lequel on reviendra évidemment, parce que si on est en plein là dans l'actualité, je pense que ça pourra faire une partie à elle toute seule. La participation citoyenne, c'est vrai que c'est une revendication qu'on entend de plus en plus, et puis on le voit d'autant plus avec l'abstention de plus en plus importante à chaque élection. Donc ça on y reviendra. Donc cette idée effectivement de rénover la politique, c'est souvent ce qu'on entend. Tout à fait. Écoutez, moi, je voudrais vous dire que ma révélation, je l'ai eue suite
suite au discours d'Amiens d'Emmanuel Macron. Et c'est là où il a mis en avant l'action collective, il a mis en avant il a mis surtout le citoyen au cœur de la politique. Et à La République En Marche, justement, nous souhaitons que le citoyen soit au cœur de la politique et qu'il ne soit pas assigné à un rôle de spectateur. Donc ça m'a beaucoup séduite. Plus les valeurs, toutes les valeurs autour duquel tournait le projet d'Emmanuel Macron, me parlait complètement. La valeur dans l'écoute, le travail, les actions de terrain, très proches du citoyen, contrairement à ce qu'on peut croire. Et voilà, donc ça, c'était vraiment les éléments importants. Et là, ça va vous faire rire. Et en écoutant donc son discours d'Amiens passionnément et passionné, je me suis dit, eh ben, cet homme-là, il fait ce que je dis. Voilà. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on a souvenir de la campagne d'Emmanuel Macron, effectivement, une campagne plus axée sur ces valeurs là, que vous défendez. C'est vrai que je souriais un peu parce que l'actualité étant ce qu'elle est, on voit quand même un certain écart justement entre cette volonté affichée et probablement sans doute faite pendant la campagne d'Emmanuel Macron et la réalité du pouvoir actuellement en place. Est-ce que comment vous ressentez la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron depuis son élection? Est-ce qu'on est encore dans cette idée de proximité, là justement où il lui est beaucoup reproché une distance et une incapacité à se connecter à la France plus populaire en tout cas. Voilà, comment vous voyez justement cette sensation que beaucoup de nos concitoyens ressentent et comment aujourd'hui vous comptez justement reprendre la main sur cette image? Eh bien, écoutez, je vais simplement vous répondre que pour moi, en tout cas pour ma part et pour nos marcheurs, Emmanuel Macron est le seul président qui n'a pas dérogé par rapport à ce qu'il nous a proposé dans le cadre de son projet. Il nous a proposé un projet, il a été élu sur un projet et il met en place ce projet. Donc, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de... Voilà. Non, pour moi, bien sûr, il n'y a pas de mystère sur la ligne qui est la sienne. Sur la ligne qui est la sienne. Après, l'action politique telle que nous la concevons au sein de notre mouvement, elle demeure un facteur d'épanouissement parce qu'elle permet encore, et elle demeure aujourd'hui, elle permet de prendre une part active aux transformations que nous souhaitons voir concrétisées dans notre pays. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, et c'est vrai pour toutes les partis politiques, là, on voit bien des fractures aujourd'hui dans la France, et finalement peut-être deux France qui se regardent de plus en plus dans une incompréhension de plus en plus palpable. Et l'élection d'Emmanuel Macron l'a bien révélé, notamment le second tour l'a bien révélé, entre une France, alors je ne sais pas si elle est incarnée par Marine Le Pen, peut-être pas totalement, mais en tout cas le fait que Marine Le Pen ait été au second tour, que les partis traditionnels comme le Parti Socialiste et les Républicains ne soient pas présents au second tour de l'élection présidentielle, que malgré tout Marine Le Pen a fait un score très élevé, avec un taux d'abstention trop haut pour des élections présidentielles. On est dans une situation politique tout de même assez tendue où les fractures demeurent. Elles n'ont pas été résolues depuis un an et on imagine bien qu'il va être difficile de les résoudre. Et je dirais la même chose à chaque parti. Comment on prend en compte ces fractures-là? Alors bien sûr que Emmanuel Macron a été élu et il a la légitimité du pouvoir, mais on sait bien que dans l'opinion et dans les courants d'idées qui traversent le pays, il n'a pas de majorité. Aucun parti n'a de majorité. Comment on fait pour gouverner dans de telles conditions? Et surtout, comment on prend en compte toute cette France périphérique qui probablement n'est pas ni sociologiquement de l'électorat de La République En Marche, ni ne bénéficie de ce qui sont en fait ces valeurs en quelque sorte. On sait bien que La République En Marche affirme un projet très affirmé et probablement le plus honnête. Et ça, c'est à lui rendre hommage. Sur la question européenne, on va y venir juste après, où il s'est clairement affirmé, et c'était courageux dans le contexte actuel de s'affirmer pro-européen.
Mais toute une partie de la population a le sentiment que finalement, cette politique est réservée à une politique plutôt urbaine, de gens de catégories socio-professionnelles plutôt élevées, diplômés. Et il y a toute une France peu diplômée, ouvrière, des catégories populaires qui ne s'y reconnaissent pas. Alors comment réconcilier ces deux Frances-là ? Alors écoutez, je pense que vous faites allusion à ce qui se passe actuellement dans le pays. Alors j'aimerais dire quand même que l'enthousiasme ne doit pas nous empêcher d'avoir pleinement conscience des difficultés rencontrées actuellement. Bien sûr, nous entendons, La République En Marche, elle entend, comme tout le monde, des contestations qui s'élèvent. C'est des contestations qui sont parfois vraiment légitimées et fondées, parfois non. Certaines, elles reposent sur des attentes, des vraies attentes. Et d'autres ont que des objectifs partisans. Et pour y répondre, il y a justement ce débat qui arrive. Donc il serait bien sûr indispensable et nécessaire de poser un cadre pour un débat serein. Un débat serein auquel notre mouvement sera attentif et il prend parti. Alors, débattre, parce que c'est avant tout communiquer, échanger, créer du lien entre des personnes. Donc là, vous parlez de la fracture. Donc, créer du lien entre des personnes qui n'ont pas forcément le même avis, mais elles peuvent se comprendre si elles prennent simplement le temps de s'écouter. Ça, c'est ma vision des choses. Pourquoi ? Parce que, au fond, qu'on appelle ça, l'écoute active. L'écoute active constitue l'essence même de notre projet politique. Alors, vous qui représentez le mouvement, La République En Marche, parce que La République En Marche, en tant que mouvement politique, on imagine bien que, et d'ailleurs on l'entend de plus en plus, y compris dans les rangs d'En Marche, un certain nombre de contestations, si ce n'est pas sur le fond, en tout cas sur la forme. Est-ce que vous pensez, vous personnellement, qu'il n'y a pas eu aussi des maladresses de la part du pouvoir dans son rapport avec les Français, qui ont ressenti un manque peut-être d'écoute ou de reconnaissance, avec des mots parfois malheureux. Voilà. Alors, comment vous l'avez ressenti, toutes ces polémiques qui ont jalonné l'actualité ? Alors, comment je l'ai ressenti ? D'abord, moi, je pense qu'il y a eu une grande partie d'incompréhension par rapport au projet d'Emmanuel Macron. On a peut-être manqué un peu de pédagogie auprès des gens, d'expliquer les choses. C'est un mouvement qui est jeune, donc qui est jeune, voilà, il n'a que 18 mois, et on ne peut pas imputer tout ce qui se passe actuellement à 18 mois de gouvernance. Il y a eu quand même 40 ans avant, et je pense que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas lié aux 18 mois, c'est lié à 40 ans. Voilà. On ne peut pas nier qu'il y a des misères, qu'il y a des gens qui ont des difficultés. Ayant moi-même rencontré les Gilets jaunes, s'il y a ça que vous faites allusion, j'ai discuté, j'ai échangé, et c'est vrai, à ma grande surprise, les gens me disent « mais on avait besoin d'entendre ça, on avait besoin qu'on nous dise des choses comme ça. » Parce que on ne peut pas gouverner un pays avec un terme ou un mot malheureux, sorti de son contexte et martelé sur les médias. C'est quand même dommage, alors qu'on a un projet qui est basé justement sur ces contestations. Si on revient un peu en arrière, en 2016, voire un peu avant, si Emmanuel Macron a choisi justement de prendre ce flambeau et de transformer notre pays, donc pour le rendre plus moderne et plus juste, j'insiste sur le mot plus juste, c'est justement parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas les 40 dernières années. Voilà. Alors sur la question de la justice, intéressant, parce que tout le débat, et finalement tout le débat aujourd'hui qui agite la société, repose sur cette question de justice. À quel niveau est-ce que La République En Marche propose de la justice sociale, fiscale ou autre, dans le sens où il a été pris un certain nombre de mesures, voilà. Suppression de l'ISF, qui n'a pas été comprise. Pourquoi est-ce que
l'effort repose essentiellement sur la classe moyenne et on a le sentiment que les personnes qui ont les plus hauts revenus finalement bénéficient davantage de la politique du gouvernement aujourd'hui. Et c'est la question de la justice, c'est justement une question importante parce qu'il y a une incompréhension et un sentiment d'injustice profond sur la politique du gouvernement. Alors c'est pour ça que on a du mal à... Alors peut-être pourriez-vous nous expliquer comment, quelles mesures de justice est-ce que le gouvernement compte prendre? Vous avez utilisé un terme qui m'intéresse également. Vous avez dit nous avons l'impression. C'est vraiment une impression. Donc je vous confirme. C'est vraiment l'impression. C'est faux, c'est pas vrai. Parce que si on voit toutes les mesures qui ont été prises, ne serait-ce que les dernières par rapport à les mesures d'urgence sociale, elles sont très intéressantes. Celles présentées par le président de la République, oui. Voilà, suite à ces mouvements. Suite à ces mouvements. Mais est-ce qu'il fallait arriver jusqu'au point où on est des casseurs qui honnêtement, ont dévasté un certain nombre d'avenues parisiennes pour qu'enfin le pouvoir réagisse? C'est ça, moi, la question que je me pose. Est-ce qu'on aurait eu ces mesures d'urgence sociale si il n'y avait pas eu ces mouvements gilets jaunes? Et malheureusement, s'il n'y avait pas eu ces cassages, alors je ne justifie absolument pas, bien sûr, les violences et les cassages, entendons-nous bien, qui sont probablement la honte d'une partie de ce mouvement, qui en plus impacte des personnes qui sont dans la même situation qu'eux. Mais on a l'impression que le gouvernement a réagi tardivement au moment où il y avait des cassages. Donc, est-ce qu'on aurait eu ces mesures d'urgence sociale? Écoutez, les mesures, je ne dirais pas déjà urgence, mais les mesures sociales existent dans le programme d'Emmanuel Macron. Elles sont là, elles sont bien posées. Donc, voilà, on a peut-être commencé par d'autres mesures au lieu de commencer par les sociales. C'est peut-être une question de timing, de mise en place des mesures, mais elles existent bel et bien. Voilà, donc... on ne peut pas dire, ne serait-ce que les heures défiscalisées, ne serait-ce que l'aide pour les smicards, ne serait-ce que... Voilà, Et puis, je voudrais dire quand même que si la période que nous vivons, elle est complexe, elle est également passionnante. Elle est passionnante dans le sens où nous refusons la sinistrose à La République En Marche. Mmh. C'est clair, parce que nous restons profondément convaincus des atouts de notre pays et nous restons profondément convaincus également de la justesse des réformes entreprises pour le moderniser et pour le rendre plus juste. Et on se reverra on va dire dans 2 ans. Promis, vous aurez une invitation dans 2 ans. Dans 2 ans, on se reverra et on reparlera de tout ça. Sachant que mon rôle, donc vous me demandez mon rôle personnel, donc mon rôle à moi, c'est que c'est plutôt dans la structuration du mouvement au niveau local. Mmh. Donc ça, c'est plus mon rôle. Un rôle important, évidemment, parce qu'on imagine bien qu'un jeune mouvement comme ça, qui n'a pas eu d'élus locaux, hormis les ralliements qui a été fait pendant la campagne d'Emmanuel Macron, tout reste à construire. Tout à fait. Et alors, justement, quel chantier avez-vous mis en place pour construire ce mouvement au local ? Alors, au niveau local, moi, je suis donc référente depuis 11 mois. Mmh. Donc, j'ai l'honneur d'être référente des mouvements qui a été créé par les citoyens pour les citoyens et qui, d'ores et déjà, a pour résultat une rénovation profonde de la manière dont on envisage le militantisme. Mmh. Alors, à La République En Marche, ce qui est sûr, c'est que nous mettons en avant beaucoup l'action collective, l'enthousiasme, le refus du défaitisme qui font vraiment et qui constituent la clé de la réussite de notre pays. Nous voulons la réussite pour notre pays. En ce qui me concerne, dans ce que je fais en tant que référente, si c'est ça votre question, alors j'ai la structuration du mouvement que j'ai démarré donc depuis dès que j'ai été nommée, donc depuis 11 mois. Et tout 2018 a été consacré bien à d'autres choses, mais plus particulièrement à la structuration du mouvement, qui consiste d'abord à réactiver des comités locaux qui sont répartis sur l'ensemble du département, depuis le nord au sud du département. Nous avons 17 comités locaux actifs. J'ai mis en place une équipe départementale donc, qui est solide et efficace,
Et dans l'équipe départementale, donc, nous avons des responsables de pôles. Donc, on a le pôle citoyenneté, le pôle, je ne vais pas tous les énumérer, le pôle Europe, le pôle projet citoyen, etc. Et il y a eu également la création d'un comité politique, dont le but de ce comité, c'est de décliner notre projet de la République en marche au niveau local. Donc en prévision des futures élections, des futures élections locales, on imagine bien. Et pas seulement, mais oui, tout à fait, tout à fait. Donc il y a un comité local qui existe. Et également, je me suis attelée à la constitution d'un réseau des élus. Un réseau des élus avec lequel nous savons pouvoir compter. Nous avons déjà plus que 42 élus qui nous ont rejoints. Donc pour effectivement travailler ensemble sur le déploiement de nos valeurs au niveau local. D'accord. Donc, parlons local, justement, puisque nous sommes une radio locale, donc parlons un petit peu de notre territoire, soyons un peu chauvin, après tout. Sur les prochaines élections municipales, tiens, sur les grandes villes du département, alors je pense évidemment à Nancy en particulier, est-ce que La République En Marche compte aller en soutien de la majorité actuelle, monter une liste opposante, ou les négociations sont déjà en cours? Je sais que j'aurai probablement pas de réponse extrêmement précise et que je demande à aller dans le secret des dieux, mais bon. C'est même pas ça. Je dirais même pas ça. C'est que justement, la République En Marche, elle est dans l'ouverture, elle est dans la réflexion. Il y a un comité politique qui réfléchit. Il y a plus qu'une dizaine de personnes dans le comité politique qui composent ce comité. Donc, on est en train bien sûr de réfléchir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les villes qui sont au-delà de 9000 habitants, donc l'investiture, elle sera donnée par le national. Et ce qui est en dessous de 9000 habitants, c'est le comité politique. Donc déjà, à ce niveau-là, on ne se positionne pas de la même manière. Voilà. Mais c'est trop tôt pour vous dire où on en est. Pour la simple raison, mais je vais vous répondre, pour la simple raison, c'est que la République En Marche, elle ne fonctionne pas par stratégie de liste, elle fonctionne par stratégie de projet. C'est-à-dire qu'on fait des réunions en dehors du comité politique. Donc, le mouvement organise des réunions intercommunales, par des Comcom, ou on réunit un certain nombre de communes. Donc, on a déjà fait 3-4 grandes réunions où on propose la méthode de la République En Marche aux citoyens. C'est pourquoi j'insiste sur le volet impliquer le citoyen ou la personne de la société civile dans les réflexions et dans les décisions. Donc, on invite, et on a tout le temps du monde, on invite des personnes qui viennent donc se présenter, nous dire qu'est-ce qu'ils veulent faire dans leur ville, petite ou grande d'ailleurs. Et à partir de là, les personnes qui veulent y aller, elles vont constituer leur liste et elles vont porter un projet. Et sur ce projet-là, que la République En Marche sera élue, mais pas du tout sur un choix de tel ou tel. Oui, mais enfin, la stratégie de projet n'empêche pas la stratégie de liste. En tout cas, dans les grosses listes, on imagine, dans les grandes villes, il serait un peu naïf de croire qu'il n'y aura pas de stratégie de liste. Évidemment que dans les villes moyennes, effectivement, là où les partis politiques sont probablement moins importants, ou en tout cas la décision de vote ne se fait pas nécessairement sur une étiquette, des villes comme Nancy, évidemment qu'il y aura un enjeu politique majeur. D'autant plus que l'actuelle majorité fait des alliances au centre et avec les Républicains. Si la République En Marche veut intégrer ses listes, ou en tout cas nouer des alliances, puisque vous dites être dans une stratégie d'ouverture, il va y avoir un vrai souci politique qui va se poser, parce que les Républicains ne voudront pas faire alliance avec la République En Marche pour peur d'y être associés et puis de perdre une partie de leur électorat sur autre chose. La République En Marche, quoi qu'on en dise, est un parti politique tout de même. Et si les adhérents, c'est par expérience, on sait bien que les adhérents au niveau local, il y a certainement plus de bonne foi au niveau local qu'au national. Et évidemment qu'au national, ils vont avoir une stratégie politique. Et c'est pas honteux en soi. C'est pas honteux en soi. La politique a ses règles que même la République En Marche ne peut pas dépasser. Oui. Donc il va y avoir un enjeu politique sur ces élections locales. Certainement. Simplement, au jour d'aujourd'hui, pour nous, c'est trop tôt.
C'est trop tôt d'en parler, de la stratégie mise en place. Il faudra en parler parce que dans les autres listes, ils en parlent, figurez-vous. Écoutez, chacun fait comme il veut, Nous, voilà. Vous leur posez souci, Madame Daoun. Vous voyez, donc c'est bien. Ça veut dire qu'on tient compte de l'existence sur le paysage politique de la République en marche. Voilà, effectivement, donc on attend. Pour l'instant, c'est en réflexion. Il y a des choses de fait que je ne peux pas dévoiler là, mais voilà. Je vous ai posé la question. Voilà, mais c'est bien, vous les avez bien fait. Voilà. Bon, en tout cas, les élections municipales ne sont pas pour maintenant. Les prochaines échéances électorales, c'est évidemment les élections européennes. Oui. Première élection depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Oui, alors, parlez-nous un petit peu de ces élections européennes. La campagne va arriver très vite. Dans 4 mois, les citoyens sont appelés aux urnes. Certains gros partis ont déjà lancé leur campagne électorale cette semaine. Je pense notamment au Rassemblement national, qui est déjà dans l'action politique. Je pense que les Républicains ne vont pas tarder non plus à y aller. Comment vous les abordez, ces élections? Pour vous, quels sont les grands enjeux de ces élections européennes? Écoutez, en termes d'élections européennes, la République en marche, elle est en train de travailler. Donc, j'ai envie de dire que la machine, elle est vraiment en marche. Actuellement, au niveau national, donc, il y a la constitution des équipes de travail. Le programme n'est pas encore dévoilé, ni les listes, donc je peux pas parler encore des enjeux. Mais ce que je peux dire, c'est que, bien sûr, la République en marche est, j'ai envie de dire, c'est le seul mouvement politique c'est vraiment le seul qui est pro-européen. En tout cas, le seul gros mouvement politique. Voilà, le seul gros mouvement politique qui est pro-européen. Parce que les écologistes sont pro-européens d'une manière différente, mais il y a des listes pro-européennes. Voilà, sauf que nous, dans son programme, Emmanuel Macron, il a mis quand même au centre l'Europe, il lui a donné une vraie place pour une fois. Et cette échéance européenne, elle est bien entendu très importante pour nous. Elle est vraiment très importante. Et d'ailleurs, l'année qui vient de se terminer était un peu la préparation de cette élection. On l'a préparée avec l'organisation de la Grande Marche pour l'Europe, qui a été un réel succès. Donc, on a eu plus que 7500 portes ouvertes. Donc, on a échangé avec les gens. Qui est d'ailleurs, cette démarche-là, elle représente l'ADN de notre mouvement. C'est partir du citoyen, des idées du citoyen pour constituer un programme. Et c'est à l'exemple même de la Grande Marche pour le lancement du projet d'Emmanuel Macron. Donc, on a fait la même chose. Localement, donc, hormis la Grande Marche pour l'Europe, nous avons organisé 7 concertations citoyennes donc sur les sujets européens. Et c'est un sujet qui intéresse particulièrement les Meurthe-et-Mosellans. Donc, c'est les concertations où on a plus de monde. Nous avons également fait intervenir donc, des personnes passionnantes et passionnées de l'Europe. Je vous donne des exemples comme ça. Nous avons fait venir Jean Arthuis, l'eurodéputé, qui a abordé le sujet de la formation professionnelle et l'apprentissage en Europe. Je rajoute quand même que Jean Arthuis a rejoint les rangs de la République en marche il y a quelques mois. Plus récemment, nous avons accueilli Shems El Ghonaimi, qui lui, il a plutôt il a expliqué comment concrètement l'Europe peut intervenir au quotidien chez vous, chez moi, chez chacun. Très intéressant. Et bientôt, donc il y a d'autres rencontres, notamment le mois de mars, nous allons accueillir une journaliste spécialisée dans la politique européenne. C'est une journaliste polonaise, donc Jolanta Kuska, qui va venir nous parler de l'importance de l'Europe face au populisme, qui est un sujet hautement d'actualité. Oui, j'allais y venir justement parce que ces élections européennes, elles marquent les grands clivages aussi de notre temps et notamment la montée en puissance de partis eurosceptiques à travers l'Europe et pas qu'en Europe. Oui. Alors c'est une donnée évidemment importante à prendre en compte. Alors le projet européen, c'est un projet finalement qui est en débat depuis plusieurs décennies et dont on n'arrive pas à déterminer les contours.
Et les partis, au sein même des partis, on a du mal à déterminer exactement quels sont les projets de chacun. Vous aurez un projet clair avec Emmanuel Macron, vous verrez. Il sera clair, il sera carré. Voilà, et les contours seront bien là, vous verrez. Mais alors, quelles sont quelle Europe, quelle vision de l'Europe vous défendez à La République En Marche? Quelles évolutions de l'Europe est-ce que vous souhaitez? Comment vous voyez l'avenir de l'Europe? Parce qu'on a l'impression d'une Europe encore aujourd'hui au milieu du gué. Pour les uns, elle n'est pas encore assez intégrée ou assez souveraine. Pour les autres, elle est beaucoup trop intrusive dans les politiques des États. Donc il y a ce débat permanent. On a l'impression qu'un projet au milieu du gué. Alors, comment est-ce que vous voulez faire évoluer l'Europe et dans ces grandes lignes? Sans dévoiler forcément aujourd'hui le projet européen, mais il y a quand même un fond idéologique qui je vous donne les grandes lignes. Les grandes lignes, bien sûr, c'est l'Europe de la défense, c'est l'Europe sociale, c'est l'Europe juste, c'est tout ça. C'est vraiment le projet d'Emmanuel Macron comme il a été écrit pour les présidentielles. Donc vous reprenez son projet, c'est exactement... Europe sociale, Europe juste, ça fait... 30 ans qu'on entend le vocable. Je vous dis, vous allez voir, là, vous allez avoir un vrai projet, un projet concret. Voilà, vous allez avoir du concret. Vous attendez, je vous dis, vous m'invitez... dans 2 ans. Non, pour le projet européen, mi-février... On fera un débat pour les Européens. On fera un débat pour les Européens si vous le souhaitez, mais pour l'instant, voilà. Mais je vous dis, la machine, elle est en marche. Sans jeu de mots. C'est un peu facile, mais pourquoi pas. Donc l'Europe juste, l'Europe sociale. Encore faut-il des majorités au Parlement européen. On est dans un contexte de montée effectivement des populismes, ou en tout cas des eurosceptiques. Tous ne sont pas forcément des populismes. Comment est-ce que vous allez envisager de leur porter la contradiction ? Est-ce que vous entendez aussi quand même cette frange importante de la population qui ont une méfiance à l'égard de l'Europe? Une méfiance dans le sens où elle est ressentie comme étant parfois trop intrusive. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas redéfinir ces paramètres de compétences? Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'aberrations sur les politiques européennes, quoi qu'on pense de l'Europe, qui va aller légiférer sur la taille des filets de pêche dans la mer, dans telle zone qui correspond. Voilà, on a cette sensation d'Europe très technocratique et finalement très peu démocratique, parce que des institutions qui... finalement concentre beaucoup de pouvoir entre les mains d'institutions n'étant pas composées d'élus. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir finalement l'organisation institutionnelle de l'Europe? Et est-ce que ce n'est pas un projet que pourrait porter éventuellement la République En Marche? Écoutez, en termes d'institutions, donc on a des institutions qui fonctionnent en Europe, donc, et ce qu'on entend effectivement, c'est tout ce qui ne va pas, c'est de la faute de l'Europe. Ce qui est complètement faux, parce que ce n'est pas expliqué. C'est pas expliqué. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses que le citoyen lambda, même moi, il y avait des choses que je connaissais un peu l'Europe, mais je n'avais pas tous les éléments pour comprendre. Et depuis que je suis référente, effectivement, je me suis plongée dans le sujet forcément. Et là, je me dis, mince, oui, effectivement, il y a des choses que je ne maîtrisais pas. Et je reviens sur la Grande Marche pour l'Europe. Vous avez dit, est-ce que j'entends? Oui, j'entends, mais j'entends pas du tout ce que vous entendez. Toutes les portes qu'on a frappées, toutes les personnes, mais vraiment majoritairement qu'on a rencontrées, sont tout à fait, nous demandent de porter plus ce message européen que l'inverse. Oui, mais je veux dire, donc au niveau local... Mais il y a une réalité politique quand même derrière, c'est que les dernières élections européennes ont placé le Front National en tête, et largement en tête, avec qui ont eu la plus grosse délégation par le Parlement européen. Partout en Europe, on voit la montée de ces partis. On a aussi, bien sûr, l'expérience du référendum, alors qui commence à dater un peu, mais enfin, les Français ont quand même rejeté à une large majorité la Constitution européenne au moment où tout le monde prétendait que le oui l'emporterait à 60%. Donc il y a bien sûr une défiance. Alors peut-être pas au niveau local, effectivement, si on se place, et encore une fois, c'est là où on voit les fractures dans la société. Si on s'intéresse aux grandes villes, aux villes étudiantes, aux villes aux populations à fort
fort niveau d'études ou en tout cas aux revenus conséquents, qui ont intérêt à une Europe ouverte, qui ont connu les étudiants qui partent en Erasmus, mais qui n'est pas la réalité d'une partie de la population qu'on n'entend pas ou qu'on commence seulement à entendre. Comment on parle à ces gens-là qui ont une hostilité vraiment grandissante vis-à-vis de l'Europe? Écoutez, je vais vous surprendre. Ayant moi-même fait cette grande marche pour l'Europe, honnêtement, et là où j'ai été surprise, agréablement surprise, c'est dans la ruralité. C'est pas du tout, c'est une image qu'on donne. On dit qu'à la ruralité, effectivement, ils se sont éloignés de l'Europe, mais pas du tout. En tout cas, pas dans notre département. Je parle de ce que je connais. Oui, voilà, peut-être pas dans le département. Voilà, moi, je me base uniquement sur les études qui ont été faites, sociologiquement, sur l'électorat au niveau national, probablement, évidemment, en fonction des territoires. Et puis le fait d'être un territoire frontalier, probablement, joue aussi sur l'opinion. Je pense. Donc il y a tous ces paramètres-là, mais l'élection aujourd'hui sera nationale, puisque les modes de scrutin ont changé, on part sur des listes nationales. Donc il faut bien, on ne peut plus penser en termes de territoire, on doit penser nécessairement au niveau national. Et au niveau national, on sait bien que l'euroscepticisme est probablement majoritaire aujourd'hui, si on met tous les eurosceptiques, alors de droite et de gauche, ensemble. Après, quand on voit moi, je ne me base pas trop sur les sondages, mais si on voit, vous avez parlé de mettre justement certains partis en tête, moi je dirais, si vous voyez aujourd'hui la place qu'occupe dans ces élections La République En Marche, on est très bon. Oui, bien sûr. Donc, je ne parlais pas des sondages, je parlais vraiment là des études qui ont été faites à sortie d'urne, une fois les élections passées, quand sur les... Mais écoutez, on verra bien. On verra bien. On verra bien. La question, c'est comment vous adaptez-vous votre stratégie à cette réalité politique et comment vous comptez aller justement renouer le contact avec ces populations qui ont depuis longtemps une hostilité vis-à-vis de l'Europe. Comment vous voulez aller... Par des concertations. C'est la base de notre ADN même, c'est la concertation citoyenne. Donc, c'est des concertations, c'est des échanges, c'est leur apporter des informations aussi, parce qu'on se rend compte que les informations ne passent pas, mais de façon générale, hein, pas que pour La République En Marche ou pour tel ou tel parti. C'est qu'il y a un manque d'informations sur l'Europe, mais flagrant. Encore une fois, on l'a vraiment vu avec la Grande Marche pour l'Europe. Et c'est vrai que nous, à La République En Marche, pour renouer avec tout ça, on a des concertations prévues. Donc là, une fois que ça commence d'ailleurs à partir du 2, alors je donne un scoop. Par exemple, il y a une plateforme qui est en train de se préparer localement, hein, je parle, là, c'est pas national, pour aller à la rencontre des citoyens une fois qu'on aura notre programme. Donc, avec des questions, avec des explications. Donc, ça sera dans la rue. Donc, ils vont à la rencontre du citoyen. Et dans les salles, il va y avoir des concertations sur des thématiques. Certaines thématiques qui nous ont été remontées par nos concitoyens qui veulent aborder. Donc, on va aborder certaines thématiques. Voilà. Une fois qu'on aura le programme. Reste en concertation, action de terrain, rencontre avec les citoyens, c'est vraiment, vraiment ce qui me tient à cœur, moi. C'est pourquoi je me suis engagée, parce qu'il y a cette action, justement, de terrain. Et voilà, et puis nos citoyens ont de bonnes idées. Alors, je vous propose de faire une petite pause musicale avant d'aborder justement cette question de débat, puisque La République En Marche a lancé cette semaine un grand débat national autour des enjeux de société. Alors, on va voir spécifier un peu les contours, voir un petit peu ce qui s'en dégage. Je vous propose une petite pause et puis on se retrouve tout de suite. Merci. Mon pays, c'est la belle vie, il y a du soleil et des canards. Et même quand il y a de la pluie, on dit oh ça c'est bon pour le navet noir. J'ai des arbres, par milliers des fleurs et la mer n'est jamais loin. J'y amène cousines et sœurs, l'océan et notre jardin.
Mon quartier c'est mieux qu'un pays, c'est un monde à lui tout seul. À 100 mètres j'ai l'Algérie des nomades, tziganes ou peuls. Pas de tradition millénaire encrassée, rigide et frileuse. La culture révolutionnaire du métissage en musique heureuse. Je te chambre pour la danse, Je te chambre pour le geste, je te chambre pour que ça balance. je te chambre pour le reste. On chante pour la danse, on chante pour le geste, on chante pour que ça balance. Dans mon pays, on est modeste. Et mon voisin roule CR et tu trouves ça très rigolo. Mais le tien sonne la misère qui déroule dans le métro. On dit ou abandonné, si Paris était capitale, elle serait celle des paumés et des crèves la faim qui ont que dalle. Et si va, on va entraver, je vais t'apprendre notre patois. C'est la langue de la cité, c'est la chambre des gens d'en bas. Prends ta gova et fais-toi saisir, je te loge pour pas enlever. Tu voulais visiter Agadir, c'est Tosra, welcome au quartier. Je te chambre pour la danse, Je te chambre pour le geste, je te chambre pour que ça balance. et je te chambre pour le reste. On chante pour la danse, on chante pour le geste, on chante pour que ça balance. Dans mon pays, on est modeste. Mon país l'ha pulito vido e allo sole e lo fece grazie che applausi tu m'ha pulito mi fa venire tutto cucchinas. Nos quartiers, c'est tous les pays, nos pays, c'est le monde entier. On partage la belle vie, pour les frontières, pas le quartier. Mon país l'ha pulito vido e allo sole e lo fece grazie. On partage la belle vie, pour les frontières, pas le quartier. On chante pour la danse, on chante pour le geste, on chante pour que ça balance, on chante aussi pour le reste. On chante pour la danse, on chante pour le geste, on chante pour que ça balance. Dans mon pays, on est modeste. Y a pas de quartier, y a pas de frontières, y a pas de quartier pour les frontières. On va chanter avec nos petits coups. Allez, tous ensemble, ça fait comme ça. On chante pour la danse, on chante pour le geste, on chante pour que ça balance, on chante aussi pour le reste. On chante pour la danse, on chante pour le geste, on chante pour que ça balance. Dans mon pays, on est modeste. Voilà, nous nous retrouvons pour la deuxième partie de cette émission consacrée à La République En Marche et aux questions d'actualité autour de La République En Marche avec Amina Daoun. Donc vous parliez tout à l'heure de débattre, évidemment, puisqu'on parlait des élections européennes. Alors cette notion de débat, justement, elle est au cœur de l'actualité. On ne pouvait pas rêver mieux. Cette semaine a été lancé par le gouvernement un grand débat, puis en réponse aux mouvements sociaux des Gilets jaunes. Alors, comment est-ce que va s'organiser ce grand débat ? Alors déjà, jusque quand est-ce qu'il aura lieu et comment est-ce que vous comptez faire remonter toutes ces questions qui vont nécessairement naître du grand débat ? Et surtout, la deuxième question, je la pose tout de suite, comme ça vous me répondrez en bloc. Quels sont les contours de ce grand débat ? Est-ce que tout doit être abordé pendant ces grands débats ou est-ce qu'il y a des sujets tabous ? Alors, concernant le grand débat, donc je précise quand même qu'il y a le grand débat institutionnel qui est ouvert à tous citoyen peut organiser un débat. Les maires sont en train d'organiser aussi des débats, des carnets de doléances. Et ce débat, donc, il va aller jusqu'au mois de mars. Ça concernant le volet institutionnel. Concernant la République En Marche, c'est ça le sens de votre question. Par rapport à la République En Marche, ce mouvement a choisi donc de participer activement à ce débat. Et pour participer activement à ce débat, on a mis en place, la République En Marche a mis en place une démarche qui nous permet donc d'être, encore une fois, proche du citoyen et qui va se dérouler en 3 grandes étapes. Alors, la première étape, ça va être ce qu'on appelle la phase 1. Elle va être sur le terrain. Donc, elle sera utile donc, en accompagnement avec nos équipes sur le terrain qui expliquent aux citoyens l'accès à leurs droits. On s'est rendu compte que les gens ne connaissaient pas tous leurs droits. Multiplier les contacts de terrain. Et pour cela, nous avons des fiches méthodes qu'on a travaillées en interne sur le territoire, donc avec l'équipe départementale, basées sur les remontées de terrain. Donc on a dit voilà,
les besoins, voilà comment on va y répondre. Donc on va être sur le terrain pour expliquer tout ça. Et cette mobilisation pour cette première phase, elle a été bien sûr validée par un comité politique, par notre comité politique. Voilà. Donc les citoyens, ils vont se rendre individuellement ou en groupe au contact, les citoyens, donc les marcheurs, au contact des voisins, des commerçants, des entreprises, etc. Et nous avons pour cette première phase constitué, au niveau, je parle de la Meurthe-et-Moselle, parce que libre à chaque département d'organiser comme il le sent, en fonction de nos besoins locaux. Donc nous avons constitué 4 équipes. Une équipe qui va rencontrer donc les étudiants, une équipe qui sera en contact avec les commerçants, une équipe avec les entreprises et une équipe avec les associations. Ça, c'est vraiment la constitution locale, interne. Pour, par exemple, je vous donne un exemple. Donc, j'ai rencontré hier la personne chargée des entreprises qui a lancé donc, tout un questionnaire en ligne à plus que 10 000 entreprises. Voilà. Il y a aussi les actions de terrain. Donc, il y a des tracts qui vont expliquer le concret. Concrètement, qu'est-ce qui a changé pour répondre à la question de la première partie? Concrètement, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans la vie du citoyen? Ça, c'est la première partie. Ensuite, elle va durer jusqu'à, normalement, 20 janvier, mais on va un petit peu pousser jusqu'à fin janvier. Ensuite, on passe à la deuxième phase qui sera, on n'appelle pas ça débat, on appelle ça atelier d'idées. Donc, c'est des ateliers d'idées qui seront organisés, notamment, on aura le premier qui aura lieu le 9 février à Maxiville. Ces ateliers d'idées, donc on va fonctionner en Word Café, en café citoyen, avec les 4 thématiques proposées par le gouvernement, mais pas que. C'est-à-dire, c'est le chapeau, mais de ce chapeau vont découler plusieurs problématiques. Donc, on n'est pas du tout limité dans le choix des sujets à aborder. Donc, le citoyen qui sera présent pour ces débats est libre de poser toutes les questions, de s'exprimer sur toutes les questions. Et surtout, le but et l'objectif, et j'insiste là-dessus, c'est pas du tout de convaincre. C'est plutôt d'écouter. De faire remonter. Écouter, avoir leurs idées et les faire remonter. Et les faire remonter, nous avons donc une plateforme dédiée à la République en marche. C'est un choix. C'est une plateforme de remontée d'idées. Donc, ils vont arriver au niveau national et qui seront bien sûr étudié par un groupe. Et ce grand débat national, est-ce que vous allez appeler à participer les autres grands partis pour avoir des confrontations ou complètement. Complètement. C'est ouvert à tous. Donc, c'est ouvert à tout le monde, j'ai envie de dire. Toute personne, dans le grand débat, je parle, toute personne souhaitant justement s'exprimer sur un sujet, donner son avis, donner des idées innovantes, pourquoi pas? Parce que on a plein d'idées et faire remonter tout ça, peu importe la couleur politique du citoyen. Voilà, ça c'est clair pour nous. Oui. Donc tout sujet peut être débattu, tout sujet peut être remonté, ou est-ce que le grand débat sera quand même borné sur un certain nombre de thématiques? On a les grandes thématiques qui ont été déjà... Voilà, on a la fiscalité, on a la citoyenneté et la démocratie, on a l'organisation donc, des services de l'État, on a la transition écologique, on a tout ce qui est fiscalité, je l'ai déjà dit. Donc, mais quand on voit en fait ces 4 grandes thématiques, c'est vraiment, on va les décliner, on va voir qu'il y a plein de petites thématiques et petits sujets qui en découlent. Donc, 67 millions de Français, on ne va pas faire 67 millions de questions. Bien Donc, sûr. Forcément, on est obligé de... Voilà. C'est juste pour cadrer, en fait. Alors, les mouvements de contestation ont démarré effectivement sur la question fiscale, mais pas que. Elle s'est étendue aussi à la question de la citoyenneté. C'est probablement un volet intéressant à développer. On entend de plus en plus parler de référendum d'initiative citoyenne. Qu'est-ce que vous en pensez de cette proposition? Est-ce qu'elle pourrait éventuellement susciter un intérêt? Alors, est-ce que ça peut être l'objet d'un débat, cette question-là? Écoutez, l'objet d'un débat, pourquoi pas, mais personnellement, donc je parle à mon nom de personnel, oui, pas sûr. Au nom de la République en marche, moi je ne vois vraiment pas, d'abord je ne suis pas favorable, et je ne vois vraiment pas, ça va mener à quoi?
À partir du moment où on ouvre le débat à tout citoyen de s'exprimer, de donner son avis, de remonter ses idées... La logique n'est pas du tout la même. Parce que là, le grand débat va durer jusqu'en mars, où effectivement, il y a un débat qui va faire effectivement remonter des idées. La question du référendum d'initiative citoyenne est une question institutionnelle permanente, puisqu'on a aujourd'hui un référendum d'initiative partagée, où effectivement des citoyens peuvent récolter un certain nombre de signatures, mais avec un filtre parlementaire pour pouvoir déclencher un référendum qui aura ensuite, s'il est voté, valeur juridique. Est-ce qu'on pourrait envisager un mécanisme de démocratie directe, puisque une des revendications importantes aujourd'hui, et pour le coup, sur plusieurs partis confondus ou plusieurs courants d'idées confondus, il y a une exigence de démocratie directe où les gens veulent maintenant prendre des décisions par eux-mêmes et sentir que leur voix est comptée. Alors, malheureusement, j'ai envie de dire, ça c'est aussi un avis personnel, le référendum d'initiative citoyenne proposé par certains sur tout sujet me paraît vraiment très hasardeux, notamment sur la question fiscale. Vous imaginez que ce ne sera pas très compliqué d'obtenir une réduction fiscale de 20% tous les mois. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais un certain nombre de pays pratiquent ces référendums d'initiative populaire. Alors on pourrait l'encadrer, on pourrait en déterminer les contours, en déterminer les sujets, les domaines d'application, mettre un certain nombre de barrières, mais pourquoi pas envisager cette question-là, puisqu'on est dans une refondation, vous dites vous-même, de la société française et de l'expression démocratique. Qu'est-ce qu'il y aurait de plus démocratique que la voie référendaire dans un pays où le référendum normalement est prévu par la Constitution, mais qui n'a pas été activé depuis plus de 15 ans, parce ceux qui l'avaient organisé ont déclaré que les Français avaient mal voté. Bon, peut-être que ce serait le moment d'envisager d'être audacieux sur les questions de citoyenneté et de démocratie. Écoutez, moi je pense que là c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs, attendant ce qui va en sortir. C'est pas la République en marche que je pose la question, c'est à la citoyenne. Oui, mais attendons quand même. Moi, en l'occurrence, je parle de la République en marche, que je connais bien. Donc, menons ce débat, puisqu'on est en plein débat. Justement, menons ce débat. Pour moi, attendons de voir ce que pensent nos citoyens, d'abord. On verra. Si ça se trouve, on ne parlera pas du tout du RIC, et que les gens ne voudront pas du tout en parler. Donc, ce n'est pas la peine de... Alors, sans parler du RIC, parlons du constat. Est-ce que vous partagez le constat qu'il y a aujourd'hui un problème dans la représentation politique ? Écoutez, non, je ne le partage pas. Je ne le partage pas parce que nous sommes en 5e République. On ne peut pas dire que ça ne fonctionne pas et que, bon, ce qu'on voit aujourd'hui, les contestations actuelles, je dis encore une fois, voilà, là, pour le coup, ce n'est pas des contestations actuelles, c'est plus profond que ça, et puis ça dure depuis plus longtemps que ça. Comment on fait pour amener les citoyens aux urnes ? Parce que la question, c'est ça. D'élection en élection, on voit qu'il y a de moins en moins de participation, malheureusement. Est-ce qu'on pourrait pas se dire, peut-être qu'aussi beaucoup de citoyens ne vont pas aux urnes parce qu'ils savent que leur vote ne compte pas. Ils n'ont pas de représentation. Alors, est-ce qu'on ne peut pas envisager... Je crois qu'Emmanuel Macron en avait d'ailleurs parlé à un moment donné de mettre peut-être une dose de proportionnel, de voir si on peut pas mieux représenter les courants d'idées. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui d'un Parlement avec alors, vous dites qu'on est en 5e République, c'est vrai, avec ses défauts aussi, c'est que l'écrasante majorité au Parlement fait qu'on se demande encore quelle est l'utilité du Parlement. On parlait, des constitutionnalistes parlaient il y a longtemps maintenant de théâtre d'ombre quand on parle du Parlement, et on le sait bien qu'aujourd'hui beaucoup de décisions sont prises au niveau européen, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, mais que le fonctionnement même du Parlement, par la majorité absolue et le fait majoritaire, et la maîtrise du calendrier par l'exécutif, fait que même les députés d'opposition nous le disent, peut-être pas en micro, mais hors micro tout le monde sait bien, on fait beaucoup de figuration. Est-ce qu'il ne faudrait pas retravailler cette question-là ? Parce que les citoyens sont conscients et le sentent et le font remonter lorsqu'on fait des enquêtes d'opinion. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une réflexion à mener sur cette question-là ?
Je vais reprendre quelque chose que vous venez de dire, que les parlementaires font de la figuration, donc pas du tout. Enfin, moi, je pense que les députés ne seront pas contents d'entendre ça. Mais ils le disent eux-mêmes. Ils sont en plein travail. Hein. Ils le disent eux-mêmes, c'est ça qui est malheureux. Moi, je côtoie en tous les cas les députés de La République En Marche avec lesquels je travaille en étroite collaboration. Et je peux vous dire qu'ils travaillent beaucoup. Et je ne dis pas qu'ils ne travaillent pas, je parle... Mais qu'ils sont entendus. Écoutez, voter une loi... Ils ont la majorité, je ne parle pas nécessairement de la majorité. je me demandais si... qu'une majorité, évidemment qu'il faut une majorité pour la stabilité institutionnelle, mais oui. Est-ce que, par exemple, l'idée de donner un statut de l'opposition, à faire... tout ça, ce sont des questions politiques et constitutionnelles qui ont marqué toute l'histoire de la République et qui ont été... qui demandent des réponses et l'objet de débat. N'ayons pas suffisamment de recul par rapport à cette notion justement de donner cette majorité, cette proportionnalité, etc. N'ayons pas suffisamment de recul. Donc je ne peux pas me prononcer comme ça sur... voilà. Je dis simplement que pour moi, le RIC... pourquoi pas, mais personnellement, à titre personnel, je ne vois pas franchement l'intérêt, à partir du moment où on a quand même une 5e République qui fonctionne. Elle fonctionne. Il y a peut-être des petites choses qu'il faut améliorer. Il y a peut-être... Et ça, on le verra avec le temps. Avec le temps, on verra où on va, où on a... Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça a vraiment changé. Faire de la politique autrement, avec Emmanuel Macron, on fait de la politique autrement. Forcément... les retombées seront différentes, voilà, les décisions politiques seront différentes, mais je reste convaincue que nos parlementaires qui nous représentent font de la politique autrement. Font de la politique autrement. Donc on n'a pas besoin encore de rajouter attendant, ça fait que 18 mois qu'on est là, attendant de voir où on va. Bon, eh bien, on en redébattra dans 2 ans. Ben oui, donc le rendez-vous est pris. Certainement avant, on en rediscutera. Et La République En Marche sera bien sûr la bienvenue pour participer à tous les débats que nous mènerons ici. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Et à une prochaine fois. À une prochaine fois. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Je rappelle juste à nos auditeurs un dernier mot avant de vous quitter. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Le podcast est disponible. Vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux et sur la vidéo sera en ligne sur notre chaîne YouTube. Alors n'hésitez pas à la partager et à la commenter. On est toujours avide de savoir ce que vous pensez de nos émissions. Merci à tous et à la semaine prochaine. Merci.